Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI, Canal 15. Il est devenu le symbole de l'affrontement entre l'Algérie et la France. L'écrivain algérien, franco-algérien, Boualem Sansal, vient d'être condamné en appel à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Une décision injustifiée, regrette la France, qui appelle les autorités algériennes à faire un geste de clémence et espère une grâce présidentielle du président Tebboune. Mais il faut dire que le contexte est explosif. La France et l'Algérie connaissent une crise sans précédent. C'est la plus violente entre les deux pays depuis 62. Autrement dit, depuis l'indépendance de l'Algérie. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous verrons avec le grand reporter Vincent Hugeux, date et carte à l'appui. Alors, faut-il durcir le ton, engager un bras de fer avec Alger? Quel levier actionner? Nous poserons la question au porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, dans un instant. La France a songé à geler les avoirs de 20 dignitaires du régime avant de se rétracter de peur de déclencher une nouvelle escalade. Mais en est-on encore là? Les jours de Boualem Sansal, 80 ans, gravement malade, sont peut-être comptés et une autre sentence est tombée. Le journaliste français Christophe Glaise a été condamné hier à 5 ans de prison pour apologie du terrorisme pour une enquête sur le sport qui n'a pas plu à Alger. Sansal condamné, l'Algérie défie la France. C'est la question du grand dossier ce soir. Et écoutons le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, interpellé tout à l'heure lors des questions au gouvernement. Je veux évidemment avec vous m'indigner de la condamnation en appel de notre compatriote Boualem Sansal, qui est incompréhensible et injustifiable. Aujourd'hui, alors que la procédure est arrivée à son terme, les autorités algériennes sont face à un choix, celui de la responsabilité, de l'humanité et du respect. Allons plus loin dans le grand dossier ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marie-Aline. Grand reporter, essayiste, grand spécialiste de ces questions. Christophe Lemoine, bonsoir. Vous êtes porte-parole du Quai d'Orsay. On a envie évidemment de vous entendre la position de la France à l'heure où Boualem Sansal vient d'être condamné en appel. Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. Vous êtes membre du comité de soutien à Boualem Sansal, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et essayiste également. Valérie Nataf, bonsoir, éditorialiste politique sur LCI. Et Kadi Adoumdouas, bonsoir, vous nous avez rejoint. Vous allez évidemment nous parler, nous brosser le portrait de Boualem Sansal pour nous expliquer pourquoi il est si contesté en Algérie. 2 Français sont donc aujourd'hui détenus et condamnés en Algérie, l'un pour atteinte à l'unité nationale et l'autre pour apologie du terrorisme. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, en prison depuis novembre 2024, qui vient d'être condamné en appel à 5 ans de prison et 3 500 € d'amende, et le journaliste Christophe Glaise, arrêté en mai 2024 alors qu'il réalisait plusieurs reportages autour du football algérien et qui a été condamné hier à 7 ans de prison. J'ai dit 5, c'est 7 ans de prison. 2 arrestations intolérables pour le gouvernement français. L'affaire Sansal a été plus médiatisée que l'autre, mais c'est la même réalité quand on voit ces 2 cas de figure. Vincent, est-ce qu'ils sont tous les 2 otages du gouvernement algérien? On a là une technique qui, au fond, rappelle un peu la stratégie de la République islamique d'Iran, qui consiste à détenir, à titre quasiment permanent, un stock d'otages renouvelé régulièrement, puisque, en échange de tel ou tel compatriote détenu en Occident, eh bien, on en relâche l'un à l'occasion, ou un autre quand on veut donner un gage de respectabilité supposée. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la première des qualifications que vous avez rappelées. Atteinte à l'unité nationale. Si un écrivain âgé, 80 ans, malade, vous l'avez rappelé, le cancer, armé de sa seule plume, peut à lui seul, par son verbe, saper l'unité nationale de l'Algérie, c'est que celle-ci n'est pas bien robuste. Donc je trouve que ça émet en plus un message extrêmement ambigu et qui n'est pas à la gloire des autorités algériennes. Mais là encore, on va y revenir dans le détail tout à l'heure, ça s'inscrit évidemment dans un continuum de crispation. On sait très bien que le passé ô combien douloureux de l'aventure coloniale française en Algérie, de la
libération de ce pays a été jalonnée d'incidents meurtriers, sanglants, ineffaçables, avec des stigmates qui sont encore lisibles aujourd'hui. Et on vit, en fait, pour citer un éminent diplomate qui connaît fort bien ce pays, l'Algérie, une crise inédite, profonde et durable. Henri Guénaud, est-ce que ce soir, il y a un sentiment d'impuissance ? Oui, je crois qu'il y a un sentiment d'impuissance. Il y a effectivement le sentiment qu'on est dans une impasse et qu'on a peu de moyens de rétorsion vis-à-vis de l'Algérie. Alors, il faut remettre ça, M. Hugeux l'a bien dit, il faut remettre ça dans un contexte beaucoup plus général. Alors sans doute une relation très particulière entre la France et l'Algérie, et surtout d'ailleurs entre la France et le gouvernement algérien, c'est-à-dire les héritiers du FLN, et un pouvoir qui a toujours besoin de réactiver le conflit, le souvenir du conflit colonial et les blessures d'antan. Ça, c'est la première chose qui fait que, évidemment, nous ne sommes pas dans la même situation que Mme Meloni vis-à-vis de l'Algérie, qui passe des tas d'accords avec l'Algérie, avec lesquels entre lesquels les relations se passent très bien. La deuxième remarque, c'est que il y a beaucoup d'erreurs, à mon sens, qui ont été faites depuis quelques années. La première, c'est on a tendu la main à l'Algérie, c'était très bien. L'idée de faire un comité d'historiens qui allait essayer de cicatriser les mémoires blessées, c'était très bien, sauf que ça a très vite tourné au sens unique. C'est-à-dire que, d'un côté, il y avait les fautes françaises qui étaient mises sur la table, et les fautes algériennes n'étaient jamais mises sur la table. Donc, et ça, c'était un choix très, très lourd de conséquences, pas seulement vis-à-vis du gouvernement, enfin vis-à-vis de l'Algérie, mais vis-à-vis de nos ressortissants français qui sont originaires d'Algérie, parce que vous ne pouvez pas bâtir une nation en apprenant à des enfants qui ont une origine algérienne à haïr le pays qui est maintenant le leur. Voilà. Donc ça aurait dû être équilibré, ça ne l'a pas été, donc c'est devenu une impasse totale. Il faut rajouter à ça que moi je n'ai pas rencontré, quand j'ai fréquenté les couloirs ou les coulisses du pouvoir, un régime aussi complexe à déchiffrer que le régime algérien. Voilà, même le régime iranien était moins compliqué à... C'est dire. Voilà, non, mais c'est dire. C'est-à-dire, vous ne savez jamais. Vous pouvez signer un accord, vous allez faire une visite d'État le lendemain, vous signez un accord la veille au soir, enfin, vous vous mettez d'accord sur les accords qui vont être signés, le lendemain matin, quand vous arrivez, ils sont plus d'actualité. Et vous ne savez pas quels sont les clans qui naviguent derrière le rideau. Et ça, c'est encore compliqué ces dernières années, depuis la disparition de Bouteflika, c'est-à-dire que manifestement, il y a derrière le rideau un pouvoir, et notamment un pouvoir militaire qui ne se montre pas, mais qui est très présent, et le pouvoir civil que l'on voit est un pouvoir qui est un pouvoir d'apparence. Donc, quand on parle de la grâce présidentielle, elle dépendra non pas de la volonté du président Tebboune, mais de la volonté des gens qui sont derrière le rideau. Et je rappelle aussi quand même que les gens qui sont derrière le rideau et qui sont des militaires sont très liés à certains de nos amis chers, notamment la Russie. C'est-à-dire que le principal allié de l'Algérie, c'est la Russie. Nous sommes fâchés, comme on sait, avec la Russie. Alors, on a le droit de l'être, mais il faut en assumer les conséquences, clairement. C'est-à-dire, on ne peut pas s'attendre à avoir un pouvoir, ce pouvoir caché, dissimulé, très favorable à la France, à partir du moment où il est aussi lié et aussi dépendant de la Russie. C'est la Russie qui fournit les armements, c'est la Russie qui les paye. Bon, non, mais vous soulevez une question extrêmement intéressante. Et on va évidemment en parler avec le porte-parole du Quai d'Orsay. Je ne suis pas très optimiste pour l'instant, en tout cas, sur la grâce présidentielle. Maintenant, c'est ce qu'on comprend en vous écoutant. Voilà. Je voudrais qu'avec Kadi, on revienne sur Boualem Sansal. On a bien compris qu'il est devenu le symbole de cette crise sans précédent entre l'Algérie et la France. Racontez-nous pourquoi l'écrivain franco-algérien fait autant enrager le gouvernement algérien. Oui, effectivement, c'est une longue histoire entre
entre l'Algérie et Boualem Sansal, d'ailleurs, ça avait très bien commencé, si j'ai envie de dire au départ, puisqu'il faisait partie de l'élite algérienne. Il a occupé d'ailleurs plusieurs postes de hauts fonctionnaires, dont le ministère de l'Industrie. Les tensions entre lui et le régime algérien, elles ont réellement commencé, en fait, dès l'instant où il a commencé à se lancer dans l'écriture. C'était en 1999. Il avait tout juste 50 ans. Et un premier roman, Le Sermon des barbares, qui dépeint la montée des intégristes en Algérie. Et la fracture, elle se forme réellement un peu après. Elle s'intensifie en 2003. Il est licencié de son poste de haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie en Algérie en raison de ses écrits critiques. Et malgré son licenciement, il continue à dénoncer la corruption, l'autoritarisme, les dérives du pouvoir, notamment celle du FLN depuis l'indépendance. D'ailleurs, ses ouvrages comme Poste restante Alger, qui est paru en 2006, sont censurés, tout comme en 2008 Le village de l'Allemand, qui établit un parallèle entre l'islamisme et le nazisme, censure également. Et puis Le point de non-retour, qui semble atteint en 2014. 2014, c'est l'année où Boualem Sansal se rend en Israël pour recevoir en fait un prix littéraire. C'est un acte qui est perçu par le régime comme une réelle provocation par les autorités algériennes, qui parlent même de trahison à cette époque. Et quelques années plus tard, en 2019, il va contester haut et fort le 5e mandat du président Bouteflika. Je l'avais rencontré moi à cette époque-là. Effectivement, j'étais surprise par sa liberté d'expression sur les chaînes françaises. Oui, et c'est évidemment cette liberté d'expression qu'il a payée. Kadi, 2024, c'est une année très importante. C'est l'année de la rupture. Oui, rupture totale. En juin 2024, il obtient la nationalité française, tout en continuant à résider. On a vu les images à Boumerdès, près d'Alger. Et en octobre, alors là, c'est là que tout bascule. Il donne une interview aux médias français Frontières, un média d'extrême droite, où il déclare que l'ouest de l'Algérie, en fait, faisait partie du Maroc avant la colonisation française. Vous allez voir ces mots très précisément. Et ça, c'est un point très, très sensible. La souveraineté nationale de l'Algérie, c'était donc en octobre. Vous voyez ce qu'il dit: quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. La France a décidé arbitrairement de tracer une frontière. Le 16 novembre, donc, Boualem Sansal est arrêté à l'aéroport d'Alger. Depuis, il venait de France. Il est accusé, vous l'évoquez, donc d'atteinte, Vincent Hugeux, d'atteinte à la liberté du territoire national. Et c'est un chef d'inculpation qui est assimilé effectivement à un acte de terrorisme. Merci beaucoup, Kadi. J'ajoute deux éléments factuels au portrait que vient de brosser Kadi, qui relèvent du point de vue algérien, du point de vue du régime algérien, je dirais du handicap héréditaire quasiment génétique. Le père de Boualem Sansal est d'origine marocaine. Il vient de la région du Rif. Et compte tenu des contentieux extrêmement lourds que l'on va évoquer dans quelques instants, ça ne peut pas ne pas peser. Et puis, j'ajoute un autre élément qu'il faut rappeler. Boualem Sansal a obtenu la nationalité française en juin 2024, c'est-à-dire 5 mois avant son arrestation à Alger. Alors, est-ce que cette sorte de coïncidence temporelle est totalement fortuite? La question est ouverte. Christophe Lemoine, qu'est-ce qui vous fait croire que le président algérien aurait envie de gracier Boualem Sansal au vu de tout ce que nous a dit Kadi, au vu de tout ce qui lui est reproché? Écoutez, c'est un espoir que nous entretenons parce qu'on regrette très vivement la condamnation en appel de Boualem Sansal, qui a vu sa peine confirmée en fait. Et comme c'est un sujet, encore une fois, de préoccupation de la diplomatie française qui suit avec attention la situation de Boualem Sansal, je vous rappelle qu'il n'y a pas de possibilité de visite consulaire, ce qui est normalement ouvert aux ambassades pour visiter les détenus qui sont ressortissants de notre pays. Donc il y a quand même une inquiétude assez forte autour du cas de Boualem Sansal, compte tenu de son âge, compte tenu de son état de santé. Et bien évidemment, nous avions espoir que l'appel puisse permettre de diminuer la peine. Ça n'a pas été le cas et on le regrette vraiment. Maintenant, il y a un appel aux autorités algériennes à faire un geste de clémence et à trouver une solution rapide et humanitaire, encore une fois, au cas de Boualem Sansal, qui a 80 ans et qui est emprisonné. Et quelles sont les autres options si cette grâce présidentielle n'a pas lieu ? Écoutez, nous continuerons à suivre la situation de M. Sansal. Encore une fois, c'est un citoyen franco-algérien. Donc, à ce titre, la France s'intéresse à son sort et s'y intéresse vraiment particulièrement. Donc, nous continuerons à passer des messages. Et c'est les messages qui sont passés aux autorités algériennes depuis le mois de novembre, depuis l'arrestation de Boualem Sansal, en indiquant qu'il faut qu'il puisse être libéré et soigné. Encore une fois, il y a une situation humanitaire qui est assez claire et elle doit être prise en compte
réponse doit être prise en compte par les autorités algériennes. Alors les réactions, vous vous en doutez, elles sont nombreuses. Depuis qu'on a appris sa condamnation à 5 ans de prison d'appel ce matin, chez les Républicains par exemple, regardez ce que dit Laurent Wauquiez. Qu'a fait la France pour protéger l'un des siens? Regardons les choses en face. Derrière les paroles, Boualem Sansal a été lâchement abandonné au régime algérien. C'est une honte. Au RN, Marine Le Pen écrit « La condamnation de notre compatriote Boualem Sansal, gravement malade, équivaut à une peine de mort. Le président de la République doit sortir de son silence et agir en conséquence. » Au gouvernement, souvenons-nous, Bruno Retailleau était partisan d'un bras de fer sans compromis avec l'Algérie, accusé d'humilier la France. Souvenez-vous, c'était le 10 janvier dernier. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. La France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense qu'en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Mais ça, c'était avant. Écoutons ce matin ce que dit le ministre de l'Intérieur. Vous le savez, j'étais le tenant de la ligne de la fermeté. J'espère qu'on arrive au terme et au dénouement de cette affaire. Et dans quelques jours, nous saurons si, lors notamment du 5 juillet, fête nationale algérienne, il est gracié ou non. Vous comprendrez que dans ces moments-là, je ne veux gâcher aucune chance, même la moindre petite chance, de faire en sorte qu'il soit libéré. Je rappelle simplement qu'il a 80 ans, qu'il est malade. Voilà. On comprend bien dans quelle situation se trouve le gouvernement, mais est-ce que la stratégie du compromis, de l'appel à la clémence est la bonne ? Dans le cas de Boualem Sansal, qui est un cas individuel, encore une fois, en laissant de côté les autres sujets qui concernent la relation entre Paris et Alger, oui, c'est la bonne approche. Encore une fois, il est dans le cadre d'une procédure judiciaire algérienne. Il faut donc passer des messages, et le message qui est passé aujourd'hui, c'est un message de clémence, compte tenu notamment de son âge et de sa situation de santé. On sait qu'Emmanuel Macron avait eu lui aussi des mots très très forts le 6 janvier dernier. Écoutons-le. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, à empêcher un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Il parle de déshonneur, Valérie. Pourquoi a-t-il changé de ton, ou devrais-je dire baissé d'un ton ? Alors, pourquoi ? Parce que, Monsieur Lemoine vient de nous le dire, il y a un espoir de libération. Et cet espoir dure depuis un certain temps. Et donc, la question de la stratégie de la force, la stratégie du silence, celle qui a été adoptée pour notre confrère Christophe Glaise, à qui, si j'ai bien tout compris, vous avez, le Quai d'Orsay a demandé à la famille et à ses rédactions de ne pas en parler publiquement, de manière à ne pas politiser le dossier. Bien, pour l'instant, rien ne fonctionne. Donc, ce n'est pas votre faute, semble-t-il. Donc, la question, c'est que faire à part de la diplomatie pour essayer d'infléchir ? Mais comme l'a dit très bien Henri Guénaud, la question, c'est qu'on s'adresse à un président algérien qui est lui-même, semble-t-il, les mains liées par un pouvoir militaire qui n'est pas visible. Donc, chaque mot est pesé au trébuchet. Je trouve que le terme de déshonneur, en appeler à l'honneur d'une nation aussi fière que l'Algérie, c'est une prise de risque. On voit que Bruno Retailleau, après avoir prêché la méthode forte, est là plutôt en réserve, parce qu'il ne s'agit pas de compromettre la moindre chance avant le 5 juillet. Le ton changera peut-être si le 5 juillet, malheureusement, notre compatriote n'était pas libéré. Est-ce qu'un appel du président de la République, même si vous n'êtes pas le porte-parole de l'Élysée, peut être envisagé avec le président Tebboune ? C'est une ligne, en tout cas, qui est dite clairement. Ça a été redit, comme vous l'avez montré, par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères cet après-midi à l'Assemblée nationale. Donc c'est un message, effectivement, qui est passé de manière très claire. Henri Guénaud ? Alors, deux choses. D'abord, Monsieur Lemoine le sait bien, la diplomatie dans ce genre de situation et de tension, ça ne se fait pas sur le devant de la scène. Donc il y a les discours sur le devant de la scène qui doivent être
apaisants et les plus apaisés possibles au moment où nous nous trouvons de cette histoire. Et puis il y a ce qui se passe derrière. C'est quand vous lancez... Pour ça, moi, j'ai toujours été réticent aux ultimatums du début de l'année. C'est que si vous lancez un ultimatum à un pays, il y a de fortes chances, quand vous n'avez pas le moyen de l'écraser, il y a de fortes chances pour qu'il vous réponde non. Et qu'ensuite tout le monde soit lié par ce refus. Bon, ça c'est la première chose. Donc là, il est normal que le ton soit très en dessous de ce qu'il a pu être. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut séparer deux choses. Il faut séparer tout ce qui justifiait le discours du ministre de l'Intérieur au début de l'année à propos des OQTF et des relations en matière d'immigration avec l'Algérie. Bon. Dans ce domaine-là, la fermeté est un discours qui n'avait honnêtement pas de sens parce que nous n'avons pas de moyens de rétorsion. On peut toujours supprimer on peut toujours se retirer de l'accord de 68, on peut bloquer les avoirs, les transactions financières, etc. Tout ça ne fera pas... justement, c'est notre débat, Henri Guénaud. Tout ça ne fera pas beaucoup de mal au pouvoir algérien, peut faire du mal aux franco-algériens et au peuple algérien, mais ça ne les fera pas bouger. Donc là, il n'y a que la négociation qui peut nous en sortir. En revanche, on est sur un cas très différent. Je vais reprendre les termes de M. Hugeux. Il s'agit d'otages. C'est-à-dire et on en est au deuxième, là. Donc, ça fait beaucoup. Donc, laissons les choses. Voyons ce qui se passe sur la grâce présidentielle. Mais ce genre de choses ne peut pas se traiter de la même façon. Il y a des vies qui sont en jeu, la vie de nos concitoyens. Bon, et ça ne ressort pas. Et là, on a d'autres moyens. En tout cas, il faut utiliser d'autres moyens. On poursuit ce débat dans un instant, en se demandant justement s'il y a des leviers à actionner pour faire plier Alger, si je puis dire. Et la question que on se posera également, c'est comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous verrons avec le grand reporter Vincent Hugeux dans un instant. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier ce soir consacré à cette question. Sansal condamné, l'Algérie défie la France. C'est la plus violente crise entre nos deux pays depuis 62, depuis l'indépendance de l'Algérie. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous verrons avec le grand reporter Vincent Hugeux, date et carte à l'appui dans un instant. Est-ce qu'il faut durcir le ton, engager un bras de fer avec Alger? Quel levier actionner? Nous poserons la question au général Dominique Trinquant, bonsoir, qui nous a rejoint, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Avant de vous entendre, voici les principaux titres de l'actualité. À la une, ce premier décès lié à la canicule en cette journée la plus chaude de la semaine. Une personne âgée de 73 ans est morte ce matin à Grenoble. 16 départements sont passés en vigilance rouge canicule et parmi ces départements, Paris, le thermomètre a flirté avec les 40 degrés au plus fort de la journée dans la capitale. Et pour coordonner toutes ces actions contre la canicule, une cellule de crise interministérielle s'est installée place Beauvau. François Bayrou s'est rendu sur place, vous le voyez ce matin. Il a appelé à la vigilance de tous face à cet épisode caniculaire et il a rappelé la mobilisation de tous les services de l'État, notamment les hôpitaux. Et autre conséquence de ces températures caniculaires, d'importantes coulées de boue provoquées par des orages hier en Savoie, des orages qui ont provoqué une crue historique d'un torrent de la vallée de la Maurienne, notamment à Modane. Le trafic ferroviaire est de nouveau interrompu entre Paris et Milan pour plusieurs jours. Voilà pour l'essentiel de l'actualité autour évidemment de cet épisode caniculaire inédit. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Boualem Sansal condamné, l'Algérie défie la France ». C'est la question que nous posons au grand reporter Vincent Hugeux qui est avec nous, avec Henri Guénaud qui est membre du comité de soutien à Boualem Sansal, à Valérie Nataf, éditorialiste politique sur LCI, et au général Dominique Trinquant qui nous a rejoint il y a quelques instants.
Les jours de Boualem Sansal, 80 ans, gravement malade, détenu depuis novembre dernier en Algérie et condamné aujourd'hui en appel à 5 ans de prison, sont peut-être comptés. Au-delà du sort de l'écrivain franco-algérien, est-ce l'honneur de la France qui est en jeu? Écoutons ensemble sur LCI l'avocat Richard Malka, qui est aussi un membre du comité de soutien à Boualem Sansal. Il faut donner à notre gouvernement encore un peu de temps pour essayer d'obtenir la libération de Boualem Sansal. Mais encore une fois, s'ils n'y parviennent pas, alors ça voudra dire que nous n'arrivons plus à nous faire respecter de l'Algérie. Et ce message de faiblesse-là, il aura des conséquences bien au-delà de Boualem Sansal. Ça veut dire qu'en fait, nos concitoyens peuvent être enlevés, kidnappés, parce que c'est de ça dont il s'agit, par n'importe quelle dictature au monde. Alors, il n'est pas officiellement membre du comité de soutien de Boualem Sansal, mais c'est évidemment un défenseur de l'écrivain au nom de la liberté d'expression qui lui est si chère. Général, fait-on preuve de faiblesse dans l'affaire Sansal et l'affaire Christophe Glaise, tous deux condamnés par l'Algérie? Non, alors si vous permettez, je reprendrai le terme que vous employez. Est-ce que c'est l'honneur de la France? Non, c'est l'honneur de l'Algérie qui est en cause. C'est pas l'honneur de la France, parce que l'Algérie se comporte de façon absolument scandaleuse dans cette affaire. J'ai bien compris que jusqu'au 5 juillet, tout le monde fera profil bas, en attendant une éventuelle grâce pour l'anniversaire de l'indépendance algérienne, et que d'ici là, il est de bon ton de ne pas être trop agressif. Vous montriez tout à l'heure les différentes interventions du début de l'année, qui étaient très punchy, comme on dit. Bon, on est beaucoup plus soft. Je crois que, si vous voulez, le problème, pardonnez-moi, est pas marginal, parce que ce sont des otages, effectivement, mais c'est le problème de l'opposition du gouvernement algérien. Je fais bien la part des choses entre le gouvernement algérien et les Algériens et l'Algérie et la France. Il a besoin, le gouvernement algérien, de se positionner par rapport à un récit qui, depuis l'indépendance de l'Algérie, place la France comme l'ennemi majeur. J'entendais tout à l'heure Henri Guénaud qui citait aussi le cas de la Russie. C'est pas anodin. Parce qu'effectivement, le régime algérien est très en relation avec la Russie. Tous les militaires dont on dit que c'est eux qui tiennent le pouvoir ont été formés en Russie et donc ont des contacts avec la Russie. Et ceci intéresse naturellement la Russie de déstabiliser la France et de montrer dans l'incapacité dans laquelle la France est de traiter le problème de ces deux otages. Est-ce que ce sont les comptes non résolus de la guerre d'Algérie qui se jouent encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une revanche à prendre pour le gouvernement algérien? Non, c'est pas une revanche, c'est une politique. C'est-à-dire, il s'agit de souder le pays autour du gouvernement, qui réactive la fibre nationaliste et anticolonialiste périodiquement. Je suis pas certain que la plupart des Algériens soient dupes de ce jeu-là, mais en tout cas, c'est ce que font les gouvernements algériens. Alors, c'était plus facile à gérer, ça a été plus facile à gérer dans le passé, encore une fois, parce qu'il y avait un pouvoir politique en Algérie avec lequel on pouvait discuter. De temps en temps, il y avait des tensions. Franchement, mais on arrivait à trouver des issues à tous les conflits. Bon, là, c'est très différent, encore une fois, parce que ce pouvoir, on ne le voit pas, ce pouvoir, on ne lui parle pas, mais il est là, il est bien là. Alors, encore une fois, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a la politique de l'Algérie, je pense par exemple à la reprise des OQTF ou à ce genre de choses. Bon. Et ça, sur cette politique-là, nous n'avons, je le redis, je trouve que c'était des foutaises d'expliquer sans arrêt pendant des mois, des semaines que nous allions faire un bras de fer terrible avec l'Algérie sur ces sujets. Nous n'avons aucun moyen de coercition, j'y reviens, parce que le premier allié, c'est la Russie, le deuxième allié, c'est la Chine, et le troisième allié, c'est les États-Unis. Voilà, sans parler des rapports qui se développent très très bien entre l'Italie, l'Algérie, etc. Donc nous ne pouvons Donc on ne pèse rien. C'est pas ça. On peut pas isoler. Non, on peut pas isoler l'Algérie. On peut pas la forcer. On peut pas la forcer dans ces domaines-là, dans tous les domaines de politique étrangère ou d'immigration. Bon. Donc ça, c'est une chose. Mais ça ne peut pas justifier ce qui se passe, c'est-à-dire prendre en otage, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, des citoyens français. C'est-à-dire là, c'est tout autre chose. Or, le premier devoir d'un pays, c'est de protéger ses citoyens. Voilà. Et donc, là, nous avons des moyens, en réalité. Le moyen, c'est celui que utilisent tous les États depuis toujours. Vous me prenez un otage, je vous prends un gage, moi aussi.
Voilà. Et puis, vous en prenez 2, j'en prends 2 ou 4 aussi. Vous voulez qu'on prenne qui en otage, Henri Guénaud? Comment? Vous voulez qu'on prenne qui en otage, Henri Guénaud? Mais ça, moi, je ne sais pas, c'est au gouvernement à décider. On veut choisir ses cibles. Hein. Ils ont bien choisi, les Algériens. Voilà. C'est-à-dire que. Alors, on va me dire le droit. Très bien. Vous savez bien qu'on n'applique pas les mêmes méthodes non. La raison en France. Mais si la méthode consiste à sacrifier nos citoyens et à ne pas les protéger, ce n'est pas une bonne méthode. Voilà. Donc, la seule bonne méthode, c'est de rappeler quand même qu'au-dessus du droit, il y a la raison d'État. Et la raison d'État, elle a quelque chose à voir avec la protection de la vie de nos concitoyens. Si on admet, Richard Malka le disait très bien, si vous admettez ça, et on l'a parfois admis un peu trop facilement, ça veut dire que vous êtes à la merci de tous les maîtres chanteurs de toutes les dictatures du monde qui vont prendre vos citoyens en otage chaque fois que ça les arrange pour faire pression sur vous. Donc vous répondez à la question que je vous posais. Est-ce qu'il y a une autre alternative à la diplomatie? Vous répondez oui. Sur ce sujet, oui, il y a une autre alternative. Ou plutôt, ça fait partie aussi de la diplomatie, c'est-à-dire ça fait partie de la création d'un rapport de force. Moi, vous me rendez mes deux concitoyens, je vous rends les vôtres. Voilà. Vincent et Valérie. Dans la chorégraphie... Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, les rapports entre États, et notamment quand il s'agit de la vie de nos concitoyens, ce sont des rapports de force. Voilà. Et donc, on n'est pas obligé de mettre ça sur la scène publique. Encore faut-il avoir la volonté de faire sortir M. Boualem Sansal de sa prison plutôt que de le laisser mourir. Quant aux journalistes, je veux bien que le dossier soit plus compliqué. Il n'empêche, on voit bien que c'est aussi une prise d'otage. Vincent. Ce que l'histoire nous enseigne quand même, c'est que la rhétorique des coups de menton et de la sommation autoritaire est plutôt inopérante en ces matières. Dans la chorégraphie complexe et heurtée de la relation franco-algérienne, il y a quand même eu des signaux qui ont été émis. Je prends 2 exemples. La France a resserré les boulons s'agissant de la délivrance de visas, non pas à des citoyens algériens, mais à des officiels algériens. 2 exemples. L'épouse de l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, au Mali, a été refoulée d'Orly, voilà quelques mois. Même chose pour l'ancien directeur de cabinet du président Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu produire les justificatifs réglementaires qui leur permettaient d'entrer sur le territoire français. Ça, c'est un signal. Après, il y a eu des signaux plus positifs. On l'ignore, mais en janvier dernier, le directeur général de la DGSE, donc le renseignement extérieur français, est allé à Alger. Il a discuté avec ses homologues. Pourquoi? Parce qu'il y avait la volonté de maintenir un flux de coopération dans le domaine sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme djihadiste. Et puis, un 3e point, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises contre des influenceurs pro-régime algérien. En réalité, les services français ont détecté la construction d'un réseau d'une 60aine d'influenceurs qui s'en prennent à des opposants algériens en France, qui les accablent de vilainie, de sarcasme, etc. Et ils se sont aperçus aussi, les professionnels de cette profession-là, qu'il y avait des liens organiques entre ce réseau d'influenceurs et l'état-major de l'armée nationale populaire algérienne. Donc il y a quand même eu des mesures et des signaux. Est-ce que c'est suffisant ? Je l'ignore totalement, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une sorte d'apathie permanente. Et puis on l'a dit, quoi que l'on en pense, rien ne doit être dit ou fait qui puisse compromettre, si mince soit celle-ci, la chance d'une libération ou d'une grâce. Ce que vous dites fait écho au choix d'Éric Ciotti pour ne pas recevoir les foudres d'Alger. Une résolution a été retirée de l'ordre du jour à l'Assemblée. Éric Ciotti, le député, s'est justifié en disant « L'objectif pour nous est la libération de Boualem Sansal et dont nous avons aujourd'hui l'ardente obligation de soutenir le combat et d'éviter la poursuite du calvaire qu'il subit. » Valérie. Oui, quand vous passiez tout à l'heure les postes de Laurent Wauquiez ou de Marine Le Pen qui n'ont pas de mots assez durs pour stigmatiser le régime algérien et la prétendue apathie, je reprends le terme de Vincent Hugeux, prétendue apathie du gouvernement, en fait on se demande si ce qui est en train de se rejouer, vous aviez posé la question à Henri Guénaud, c'est pas la continuation de la guerre d'Algérie, toutes choses étant égales par ailleurs, par d'autres moyens. Il y a en France une partie de l'opposition à droite, à l'extrême droite, qui, comme des combattants de la 25e heure, viennent dire ce que ça devrait être. Et puis, il y a du côté algérien un sentiment anti-français qui est attisé par ce pouvoir. Et donc, à force d'attiser les 2 extrêmes, eh bien, on se retrouve dans une situation avec une relation bilatérale à l'arrêt, une solution diplomatique difficile, j'allais dire introuvable, je me suis arrêtée à temps, en tout cas difficile, et donc il va falloir effectivement jusqu'au 5 juillet, jusqu'à cette
possibilité, ce faible espoir d'une libération de Boualem Sansal se taire. Et puis après, il y aura l'affaire de Christophe Glaise, parce que se taire, pour nous, les commentateurs, les diplomates continueront à parler. Et puis après, il y aura la libération de Christophe Glaise. Et puis, il faudra faire attention. Vous savez, on a connu ça, les otages perpétuels en Afrique, etc. Je vais laisser mes confrères bien plus éminents spécialistes que moi. Il faut faire attention à nos ressortissants dans des périodes qui sont aussi tendues. Juste une remarque, c'est que, encore une fois, la question des otages est d'une nature très différente du reste. C'est-à-dire que rentrer sur ce terrain comme l'a fait l'Algérie, c'est d'une nature différente. Je ne dis pas qu'il faut faire des coups de menton sur la scène, mais je veux dire que la détermination que nous devons avoir est derrière le rideau, mais doit être absolument sans faille. Protéger nos concitoyens. Mais ce que je dis à propos des otages, pour répondre aux otages, mais c'est ce que font tous les États depuis toujours. Combien de fois les pays, y compris les pays développés et les grandes démocraties, ont échangé des prisonniers pour libérer leurs propres concitoyens. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait courant. Ça n'a pas besoin d'être sur la place publique, sauf au moment où on fait l'échange éventuellement. Mais c'est le seul levier que nous avons, et il doit être réservé évidemment à cette question précise qui est la protection de la vie de nos concitoyens. Voilà. C'est la crise la plus violente que nous vivons en ce moment entre nos deux pays depuis 62, depuis l'indépendance de l'Algérie. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous allons voir avec le grand porteur Vincent Hugeux, date et carte à l'appui. Alors, ce qui a déclenché la terrible colère du gouvernement algérien, c'est d'abord la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un territoire que se disputent les deux pays depuis des années, une reconnaissance qui a été réaffirmée par le chef de l'État le 29 octobre dernier. Jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquels il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Vincent, pourquoi ce territoire qu'on a représenté ici avec des grillages rouges déchaîne autant les passions? Alors, immense territoire, désertique en partie, mais qui recèle des ressources halieutiques, la pêche remarquable, ainsi que des minerais extrêmement convoités. Donc au commencement de cette séquence, c'était effectivement la déclaration d'Emmanuel Macron que l'on vient d'entendre à l'instant. Le Sahara occidental, qui s'est appelé un temps le Sahara espagnol, parce qu'il était sous souveraineté de Madrid entre la fin du 19e siècle et 1976, et donc effectivement revendiqué par le Maroc. Et vous avez un mouvement qui s'appelle le Front Polisario, qui est un mouvement indépendantiste, autonomiste, qui, en réalité soutenu par Alger, combat cette sorte de annexion de facto du territoire en question. Et il faut mesurer à quel point on est de l'ordre du totem quand on évoque le cas du Sahara occidental en Algérie. Il y a une dimension sacrée, alors en partie incantatoire sur le registre nationaliste, une dimension quasiment religieuse. Ça a été finalement un épisode absolument crucial, même si très honnêtement, la France n'a pas été pionnière en la matière. D'autres grandes puissances occidentales ont précédé Paris dans le fait d'avaliser ce qu'on appelle le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, qui vient d'être évoqué à l'instant, et d'autres pays encore ont suivi. Donc, Alger sent bien que la dynamique ne va pas dans son sens, d'où sans doute cette crispation particulièrement soutenue. Alors, deuxième bras de fer entre la France et l'Algérie, c'est une conséquence de cette reconnaissance, en tout cas officiellement. L'Algérie qui refuse les laissez-passer consulaires aux OQTF. On se rappelle, l'une des affaires les plus emblématiques de ce bras de fer sur les OQTF, c'est celle de l'influenceur algérien Doualem, qui avait été expulsé du territoire après des appels incitant à la haine sur les réseaux sociaux, et finalement revenu en France. Souvenez-vous, son avion avait dû faire demi-tour car les autorités algériennes avaient refusé son entrée sur le territoire. C'est donc la riposte d'Alger.
Alors, de toute façon, la question des obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF, est un litige latent avec Alger, alors qu'il connaît parfois des phases d'accalmie et ensuite des phases plus éruptives. Donc il y a eu effectivement différents incidents et un particulièrement notable. Le 22 février dernier, à Mulhouse, donc dans l'est de la France, un assaillant tue au couteau un civil, et il s'agissait d'un Algérien qui était sous OQTF et que l'Algérie avait refusé de recevoir. Et évidemment, ça a redonné davantage de vigueur encore à ce contentieux. À l'époque, d'ailleurs, le Premier ministre François Bayrou avait menacé de revenir sur un accord de 1968 qui régit en quelque sorte la fluidité des déplacements entre l'Algérie et la France. Et donc, cette question des OQTF est quand même assez paradoxale parce que dans une des phases précédentes de ce psychodrame perpétuel, il y avait malgré tout encore une trentaine d'OQTF qui étaient admis par jour par Alger. Aujourd'hui, d'après un diplomate fort bien informé de ces questions, on est au maximum à 1 par jour. Donc c'est une sorte de variable d'ajustement qui est aussi un baromètre de l'état assez détestable, on l'a vu ici, de la relation bilatérale. Alors, troisième point de crispation entre la France et l'Algérie. Alger qui reproche à Paris sa politique restrictive des visas. On va regarder ce qu'il en est, un chiffre à l'appui, parce que ce qui est étonnant, c'est que la France a délivré plus de visas aux Algériens en 2024, c'est-à-dire l'an dernier, que lors des 2 années précédentes. Donc sur quoi se base l'Algérie pour faire ce reproche à Paris? Alors, c'est une autre des variables d'ajustement du lien bilatéral. J'ai évoqué tout à l'heure ces sortes de restrictions symboliques visant non pas encore une fois des citoyens lambda, mais des dignitaires. Mais c'est vrai que cette sorte de sinusoïde chiffrée indique aussi qu'il y a eu des moments où Paris a voulu donner des gages dans une période où il y avait une tentative de réchauffement des relations. On a évoqué tout à l'heure incidemment le travail engagé, travail méritoire d'ailleurs, et de cette commission d'historiens animée côté français par Benjamin Stora, même si on aboutit, qu'on le veuille ou pas, un constat d'échec. Un jour, un diplomate familier d'Alger me disait vous savez, on ne parviendra jamais à écrire une histoire commune. Il faut continuer le travail de mémoire, mais sur le front franco-français d'un côté, sur le front algéro-algérien de l'autre. Et donc cette politique de visa, elle a pu signifier qu'à un moment donné, il y avait cette volonté de rapprochement. Et c'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure la visite du directeur général de la DGSE à Alger, mais vous avez aussi donc un échange téléphonique en mars entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Vous avez eu quelques semaines après une visite de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, visite qui avait été qualifiée à l'époque, l'échange en tout cas, de long et chaleureux. Bon, donc, si vous voulez, c'est un peu les aléas de ce couple infernal. On poursuit ce débat passionnant grâce à vous, Vincent, avec nos invités en plateau. Général, je voyais réagir. Allez-y. Oui, sur le premier point, sur le Sahara occidental. Parce que c'est là qu'on mesure bien le rapport amour-haine entre l'Algérie et la France. Parce que, comme le disait très justement Vincent, il y a plusieurs pays qui avaient reconnu le Sahara occidental avant. Des Nations Unies, j'ai observé ça longtemps, la position de la France a été plutôt toujours en soutien du Maroc. Très clairement. Il y avait une mission, il y a toujours une mission des Nations Unies, la MINURSO, qui a lieu là-bas, qui est une mission d'observation dans laquelle la France est représentée. Les 5, d'ailleurs, c'est la seule mission où les 5 membres permanents sont représentés. Donc la France a toujours été sur cette position. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que, souvenez-vous, c'était le pas de deux, la France, un coup le Maroc, un coup l'Algérie, on ne savait pas, on attendait, et on essayait d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie, puis ça ne marchait pas. Donc d'un seul coup, on dit, bah ça y est, on va reconnaître le Sahara occidental. Donc c'était ouvertement quelque chose qui était déjà sous-jacent depuis des années. Donc il n'y a pas eu de révolution. Mais on voit bien que c'est symptomatique des relations entre l'Algérie et la France. Il faut des symboles, il faut présenter des choses. Il faudrait quand même rappeler que les frontières de l'Algérie ont été tracées par l'Empire colonial français. Et que le Sahara, par exemple, au moment de l'indépendance, il a été question que le Sahara n'appartienne pas à l'Algérie. Il faut s'en souvenir. Hein. Ça a été une discussion avec le général de Gaulle. Donc tout ceci, ça a duré depuis des années. L'Algérie en profite pour en faire un point d'achoppement, un de plus, j'allais dire, sachant que l'histoire coloniale française
française et surtout la guerre d'indépendance pour les Algériens, pour le gouvernement algérien, est vraiment la pierre sur laquelle elle s'assied et sur laquelle, en permanence, moi j'ai été en Algérie, j'ai été frappé de rencontrer des Algériens qui me disaient quelle connerie quand même tout ça. Valérie Nataf. Je ne peux que redire ce que a très bien dit Vincent, donc je vais pas répéter, mais on voit bien que les choses se sont dégradées et connaissent là une forme de point de non-retour. En tout cas, j'espère non, mais il y a là quelque chose quand même, il y a comme un cliquet. Les passions sont à leur comble. Et donc, un peu d'apaisement, un peu de silence, un peu de réserve, surtout pas de coup de menton ni de jugulaire, permettrait peut-être de régler quelques dossiers, mais ça va être très, très, très lent. Ce que l'on entendait dans l'entourage d'Emmanuel Macron en amont de ce fameux discours où donc il avalise le plan marocain, c'est écoutez, on a tout essayé, on a donné des gages, on a envoyé des signaux, on a ouvert des canaux en pure perte. Donc, on arrête la casse, et puisqu'on en est là, on clarifie ce qui était effectivement à l'état latent, la posture française au préalable. Alors, faut-il engager un bras de fer avec l'Algérie? Est-ce qu'il y a des leviers à actionner puisque la diplomatie ne semble pas jusqu'ici porter ses fruits? C'est ce que nous allons voir dans un instant, et nous parlerons également de cette visite d'un député à Alger qui dérange, alors que les relations entre la France et l'Algérie n'ont jamais été aussi tendues. À tout de suite dans le grand dossier. Vous êtes bien sur LCI, Canal 15, devant le grand dossier consacré à cette question ce soir. Boualem Sansal, condamné, l'Algérie défie la France. C'est dans ce contexte de crise sans précédent entre Paris et Alger après la condamnation en appel ce matin à 5 ans de prison de l'écrivain franco-algérien qu'on se demande ce soir s'il faut engager un bras de fer avec l'Algérie et quel levier actionner. Regardez ce que dit Jean-Noël Barrot, qui dit « Les Algériens ont souhaité renvoyer nos agents, nous renvoyons les leurs ». Mais au-delà de cette prise de position, regardons ensemble dans le débat sur les leviers à actionner. Accorder moins de visas, arrêter l'aide au développement, le poids de l'Algérie sur la scène internationale, vous avez déjà en partie répondu, Henri Guénaud, ou le gel des avoirs des dignitaires algériens. On sait que la France avait songé à geler les avoirs de 20 dignitaires algériens du régime avant de se rétracter. Est-ce que aucun de ces moyens de pression ne peut fonctionner ? Non, à mon avis, aucun. Alors, sur les gels des avoirs, en plus, vous aurez des contentieux, je ne sais pas du tout ce qu'ils donneront. Parce qu'il faut quand même des raisons, il y a un problème de droit international qui est quand même posé. Donc tous ces moyens ne sont pas des moyens de coercition sur le gouvernement algérien. Les visas, on parlait de l'accord de 68. L'accord de 68, alors les juristes se disputent, mais vous savez, il faut se souvenir que c'était une restriction aux accords d'Évian. C'est-à-dire que l'accord d'Évian, c'était une grande zone de libre circulation. Ça a été une restriction. Donc on ne sait pas si en supprimant l'accord, en sortant de l'accord de 68, on revient aux accords d'Évian ou pas. Si on revient aux accords d'Évian, c'est pire qu'avant. Je rajouterais même qu'il y a beaucoup de pièges parce que l'accord de 68, si vous le supprimez, par exemple, les étudiants algériens auront bien meilleur statut qu'ils n'ont aujourd'hui à cause de l'accord de 68 qui les a empêchés de bénéficier d'avantages qu'on a donnés aux étudiants étrangers depuis l'accord de 68. Donc tout ça en fait ne sert à rien. Les visas, bon, ça peut être un moyen de réguler nos flux migratoires, mais ça ne va pas faire pression sur le pouvoir algérien pour qu'ils reprennent nos OQTF ou qu'ils soient plus gentils avec nous. Ça c'est pas vrai. Bon, et d'autre part, encore une fois, tout ça ne nous mène à rien en termes de politique, de pression politique sur le pouvoir algérien. Et la question des otages, il faut l'appeler ainsi, elle doit être sortie de cette problématique. Voilà, c'est-à-dire que là, nous n'avons pas de moyens de rétorsion sur le gouvernement algérien pour le faire changer de politique migratoire, de politique tout court. En revanche, nous avons des moyens de faire pression sur le gouvernement algérien, encore une fois, pas sur le devant de la scène, mais voilà, comme font tous les États, au nom de la raison d'État et de la protection de nos concitoyens. Ça n'a rien à voir avec le reste.
Hein, vous me prenez un otage, je vous en prends un, je vous le rends si vous me rendez le mien. Voilà. Mais ça n'a pas besoin d'être dit, mais ça doit être fait d'une façon ou d'une autre, ou même la menace de le faire, parce que sinon on n'en sort pas. Quoi. Vous ne pouvez pas laisser vos concitoyens être pris en otage de cette façon et dire ah bah oui, mais vous comprenez. Alors bon, on peut attendre, on peut essayer de négocier la sortie. Si ça ne marche pas, il faut utiliser d'autres méthodes. Mais les autres méthodes ne sont pas des ultimatums. Moi, le discours, le déshonneur. Si vous faites pas ça, vous allez voir ce que vous allez voir sur la scène publique. Ça, c'est totalement contre-productif. Voilà. Parce que ça ne fait que provoquer une réaction de refus nécessairement du gouvernement algérien comme de n'importe quel autre gouvernement. Vincent, sur les moyens de pression. Oui, pour autant qu'on puisse discerner derrière l'opacité ce qu'est la réalité du pouvoir algérien, c'est un tripode, si vous voulez, un triangle dont les 3 pointes seraient la présidence, l'armée et les services de sécurité et de renseignement. Et en réalité, la mission du président, qui est cooptée, c'est de faire en sorte que ces planètes-là soient relativement alignées en dépit des tensions et des rivalités. Alors, précisément, le 3e point qui apparaissait à l'écran tout à l'heure, c'est-à-dire la place de l'Algérie dans le monde. Là-dessus, il y a peut-être des leviers sur lesquels on peut jouer. Parce que dans l'environnement, le premier cercle du président Tebboune, vous avez quelques individus qui sont connus pour, là je cite aussi un diplomate, leur hostilité pathologique envers la France. Mais au sein de l'état-major, notamment parmi les hauts gradés, beaucoup redoutent les effets pervers d'un isolement accru de l'Algérie, notamment dans l'ère régionale. Pourquoi ? Chacun des experts que j'ai consultés, bons connaisseurs de cette région, remarque la dégradation accélérée, non pas irréversible, mais sérieuse, des relations entre Alger et les 3 juntes sahéliennes, Mali, Niger, Burkina Faso. Or, rien ne peut se faire dans cette région de notre pauvre monde s'il n'y a pas un minimum de coopération. Donc il y a peut-être sur ce levier-là, au niveau sécuritaire, un moyen de convaincre les Algériens qu'il n'est pas dans leur intérêt de s'isoler et de rompre les passerelles avec ceux qui, au fond, partagent les mêmes préoccupations en termes de djihadisme. Si je peux faire une remarque juste sur ce point, c'est que la marge de manœuvre est très limitée parce que le Sahel aujourd'hui, il est en grande partie tenu par les Russes. Et donc, voilà, donc il y a une difficulté, il y a une marge de manœuvre très très faible sur les pays sahéliens, même si les relations se tendent. Voilà. Oui, mais on peut faire valoir aux Algériens, pardon, très rapidement, Dominique, on faire valoir aux Algériens que les échecs cuisants de la nébuleuse russe Wagner Africa Corps ne font pas d'eux des alliés particulièrement performants en la matière. Qu'en pense le général Trinquant ? Je saisis ce point parce que il s'agit de guerre asymétrique. Et les Américains et la bonne partie des pays du sud de la Méditerranée, dont l'Italie. Voilà. Général Trinquant. Il s'agit d'attaques asymétriques. Et c'est le point, Vincent m'a retiré les mots de la bouche. Pardonnez-moi, mais quand vous parlez des juntes tenues par les Russes, ils sont perdants avec les Russes actuellement. Actuellement, vous avez Bamako qui est quasiment assiégé. Le Mali, on en parlait tout à l'heure, civils sont attaqués par des djihadistes. Donc il y a une grande faiblesse dans le sud. Or, à l'époque où les Français avaient l'opération Barkhane, il faut se souvenir que c'était l'accord d'Alger qui aurait permis de stabiliser dans la situation. Donc les Algériens étaient à la manœuvre. Ils ne sont plus à la manœuvre. Et donc, je pense que dans ce contexte, effectivement, des actions asymétriques en leur faisant sentir qu'ils sont en train de perdre très sérieusement et que ce qui se perd dans le sud de l'Algérie se perdra dans le sud algérien, probablement, et que donc le dispositif sécuritaire algérien peut être très en mal, parce que autant les Russes, par le biais de Wagner ou Africa Corps, forment une garde prétorienne autour des gouvernements putschistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, autant ils sont totalement incapables d'assurer la stabilité dans la région. Et l'Algérie le sent bien, parce que, comme vous le savez, un grand nombre de matériels de l'armée algérienne sont des matériels russes. Or, aujourd'hui, ils sont bien en peine, parce que la Russie n'est plus capable de fournir les pièces détachées, les matériels, etc. Donc il y a une perte d'équilibre pour ceux qui objectivement dirigent l'Algérie, c'est-à-dire l'armée ou le système de sécurité, et où ils doivent bien se rendre compte qu'actuellement, ils ne sont pas gagnants du tout. Et dans ce cas-là,
je pense que leur faire sentir, et par des actions indirectes, donc c'est effectivement pas sur le devant de la scène, c'est les gens de nos services qui, eux, travaillent bien et connaissent bien tout ce réseau qui peuvent agir. Dans ce débat extrêmement sensible et extrêmement politique, je voudrais vous signaler ce communiqué de la France Insoumise qui est paru il y a quelques instants, qui a décidé de désavouer le député Sébastien Delogu qui s'est rendu en Algérie. Regardons ce que dit la France Insoumise. Le député Sébastien Delogu s'est exprimé de façon personnelle en Algérie. Il n'engage ni les groupes parlementaires de la France Insoumise ni le mouvement. Nous protestons contre l'arrestation du journaliste Christophe Glaise. Nous demandons sa libération immédiate et nous renouvelons notre exigence de voir libérer Boualem Sansal. La France Insoumise, la position est extrêmement claire. Alors, que s'est-il passé en Algérie Donc, le député Sébastien Delogu a décidé de se rendre en Algérie. Il a salué l'action du président Tebboune et lui n'a pas eu un mot pour Boualem Sansal ou pour Christophe Glaise. Et écoutons ce qu'il a dit dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique algérienne TV2. De l'autre côté de la Méditerranée, quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est, on va dire, coupable de tout. Oui. Mais quand vous arrivez ici, vous apprenez à avoir un peuple qui vous accueille d'une manière dont, honnêtement, je n'ai jamais été accueilli. Tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde prend soin de moi et on me reçoit d'une manière magnifique. Pas question de diplomatie parallèle, de toute évidence, pour les Insoumis. Non, mais il y a une tradition diplomatique française et sans doute dans d'autres pays du monde, c'est que la France ne peut avoir qu'un seul discours à l'étranger. Même Jean-Luc Mélenchon, au moment de un peu après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avait dit qu'il ne voulait pas embarrasser le président de la République avec une position différente. Donc ça me semble logique, même si c'est bienvenu, que la France Insoumise se distancie ainsi de son député qui n'avait pas eu un mot pour nos ressortissants emprisonnés, pas un mot de compassion, pas une demande de libération. J'ai eu l'occasion de dire sur cette antenne que je trouvais ça honteux, je le maintiens, mais je salue la France Insoumise qui a senti le danger avec un député qui a ce type de discours dans une capitale avec qui les relations sont très tendues. Et nous reviendrons évidemment sur LCI, sur ce communiqué qui est très clair sur la position des Insoumis ce soir. Merci d'avoir participé à ce grand dossier.